Première minute du 6 juin 44, peu après minuit, remorqué depuis l'Angleterre. 6 planeurs atterrissent à l'est de l'Orne. L'objectif des 180 hommes du major Howard est double, s'emparer des 2 ponts à Bénouville et Ranville et repousser les Allemands jusqu'à l'arrivée des troupes débarquées sur les plages dans la matinée. Avec une extrême précision, 3 des 6 planeurs réussissent à se poser dans le silence de la nuit à 50 mètres du pont basculant de Bénouville. L'opération Coup de main vient d'être lancée. Spectaculaire levée de rideau de la plus grande opération alliée jamais lancée, Overlord. Malgré 16 hommes perdus, les 2 ponts tombent aux mains des parachutistes en moins de 10 minutes. Avant le lever du jour, le flanc oriental est entièrement cadenassé. Au soir du 6 juin, près de 1200 planeurs ont atterri à l'est de l'Orne avec leurs 9000 parachutistes. Dans les secteurs de Sainte-Marie-du-Mont et de Sainte-Mère-Église, 1h15 du matin, des centaines de parachutistes sont largués. John Steele, soldat de 2e classe de la 82e Airborne, fait partie de ces combattants venus du ciel. Il ne touchera jamais le sol en homme libre, sa course s'achevant sur le clocher de l'église de Sainte-Mère. Blessé, Steele restera suspendu à son parachute des heures durant, avant d'être décroché par les Allemands. Cette nuit-là, plusieurs centaines de para-américains se poseront à l'arrière du Tabitch, certains s'égarant dans les marais, d'autres atterrissant loin de leurs objectifs, tous s'efforçant de poursuivre la mission en dépit de pertes effroyables. Libéré à 4h30, le village de Sainte-Mère-Église est encore loin d'imaginer qu'il devra sa renommée, moins de 20 ans plus tard, à certaines séquences hollywoodiennes du jour le plus long. Au petit matin, les premières vagues d'assaut viendraient essentiellement de la mer. Mais pas d'obstacle infranchissable pour les combattants du 6 juin, ont décidé les stratèges alliés. Face à la falaise de la Pointe du Hoc, les Rangers américains ont reçu l'ordre de se montrer à la hauteur. En son sommet, exploitant au mieux ce promontoire, les Allemands ont de longs mois durant édifié une redoutable batterie. Les hommes du colonel Ruder se lancent dès 7h10 à l'assaut de la position. 40 minutes de retard sur le planning. Une ascension effectuée sous le feu de l'ennemi. Les Rangers parviennent 10 minutes plus tard au sommet de la falaise. Ils découvrent que les canons tant redoutés ne sont plus à leur place. C'est un paysage lunaire, déformé, retourné par la violence des bombardements aériens, de l'artillerie de marine. Les Rangers sont face à 150 soldats allemands. Au terme de 3 jours d'une lutte acharnée, sur un champ de bataille n'ayant rien à envier à ceux de la Première Guerre mondiale, privés de renforts, de ravitaillement, de munitions, les hommes de Ruder sont finalement secourus dans la matinée du 8 juin. Sur les 225 Rangers du 6 juin, seuls 90 sont encore en état de combattre à la fin de la bataille. Imposantes carcasses de béton éventré posées sur le sable d'Arromanches, les vestiges du port artificiel constituent des témoins impressionnants. Extraordinaire prouesse technologique développée par les Alliés pour la réussite d'Overlord. L'expérience douloureuse du raid de Dieppe en 1942 avait montré aux Alliés que s'emparer de front d'un grand port était une chose compliquée, risquée. L'idée, construire un port de toutes pièces en Angleterre, le reconstituer au large des plages de Normandie, au lendemain du débarquement. Assemblé en 12 jours au large de Gold Beach, relié à la terre ferme par d'interminables chaussées flottantes. Ce chapelet de caissons phénix, aujourd'hui démantelé, désarticulé, semble défier année après année les outrages du temps, les assauts des tempêtes, les flux et reflux des marées. Port Winston, nommé ainsi en hommage à Churchill qui en eut l'idée. Et il l'allait transformer, pendant les 100 jours de son utilisation, le paisible petit port de pêche du Bessin en une rade militaire de 500 hectares. La digue artificielle, longue de 8 km, allait voir passer 500 000 véhicules, 4 millions de tonnes de matériel, 2,5 millions d'hommes. De quoi accélérer la défaite de l'ennemi. C'est vers cette lointaine ligne de crête que s'élancent vers 6h30 les premières vagues d'assaut américaines. Depuis les plages de Vierville, Saint-Laurent, Colville, un déluge de feu, l'eau jusqu'à la taille, la peur au ventre, enjamber les corps, course effrénée au milieu des obstacles de plage, gagner le plateau 50 mètres plus haut, éviter les tirs croisés, s'extraire coûte que coûte de cette zone de mort. Ici, comme à la Pointe du Hoc, les soldats de la liberté ont peu de chances de survie. L'occupant surplombe physiquement, domine stratégiquement les 6 km de plage d'Omaha. Hier, champ de bataille sanglant, la colline verdoyante a retrouvé son caractère calme et apaisé. Depuis juillet 1956, elle est intégrée aux 70 hectares de terre que la France a concédés aux États-Unis.
le plus grand cimetière américain en Normandie. Terre de combat hier, terre de mémoire aujourd'hui. 10 carrés de croix blanches impeccablement alignés, toutes orientées vers l'ouest, la terre natale des défunts. Ici reposent pour l'éternité, et sous la protection du drapeau étoilé, ceux qui sont tombés à Omaha, le 6 juin 1944, ou au cours de l'éprouvante bataille de Normandie. 9387 tombes, dont celle de 4 femmes, 3 généraux, 33 frères, un fils aux côtés de son père, plus de 300 inconnus. Et au fond de la nécropole, un mur du souvenir, sur lequel ont été gravés les noms de 1557 soldats portés disparus. Omaha la sanglante. 4000 hommes perdus le 6 juin 1944, dont près de 1000 morts. Omaha symbolise pour longtemps et de manière universelle l'héroïsme et la jeunesse sacrifiée des soldats alliés venus libérer la Normandie puis l'Europe occupée du joug des nazis.